Dans ce nouvel épisode, nous avons eu la chance de recevoir Thierry Danon, expert industrie 4.0 chez Renault. Il a partagé avec nous la roadmap de comment Renault a intégré l'IA au sein de son activité, mais aussi tous les travaux qui avaient été mis en place depuis de nombreuses années. On a eu aussi eu la chance de recevoir Marine Dufaux, experte en transformation digitale pour PME et ETI, ce qui nous a permis de faire le lien entre les PME et les ETI et un grand compte comme Renault, un des plus grands constructeurs mondiaux de l'automobile. J'espère en tout cas que cet épisode va vous plaire. Bonne écoute. Bonjour Thierry, bonjour Marine, bonjour Baptiste. Donc voilà, le but c'est qu'on rentre rapidement dans le vif du sujet. Donc voilà, la première question elle sera pour toi Thierry. Moi j'aimerais savoir à quel moment vous avez commencé à parler d'IA chez Renault. J'imagine que vous n'avez pas attendu l'arrivée de ChatGPT pour parler d'IA chez Renault. Donc c'est à partir de quand vous avez commencé à vous dire, tiens, l'IA c'est quelque chose qu'on va devoir intégrer progressivement dans la structure. C'est une bonne question. On peut faire beaucoup d'archéologie sur l'histoire en fait parce que les réseaux de neurones en fait on a eu des essais, des ambitions dans les années 90-2000 hein, autour des réseaux de neurones en fait. Et finalement la technologie elle a évolué. Aujourd'hui on est arrivé avec des LLM et un certain nombre d'éléments là avec des choses plus intéressantes et plus abordables du grand public là. Donc il y a une accélération aujourd'hui autour de l'IA qui est importante. Mais l'IA en fait ça s'impose pas tout seul. Il faut avoir fait un certain nombre de travaux avant de mettre en place de l'IA, en fait. Est-ce que tu aurais eu un peu des grandes phases par lesquelles vous êtes passé, des grandes phases qui ont été peut-être un peu majeures ou pionnières, on va dire, dans l'avancement de Renault sur ces dernières années? En fait, on a eu un groupe de réflexion là, en 2016, là, parce que Renault était passé par une phase où on avait fait plein d'essais dans une usine en disant on va digitaliser à 100%. Et en fait, le résultat, il a été mitigé, en fait. Il n'a pas donné satisfaction. Même si vous mettez les plus grands de la planète, les meilleurs de la planète, le résultat n'était pas à la hauteur pour plusieurs raisons. Et la première, en fait, finalement, c'était la diversité des données, l'hétérogénéité des données, en fait. Et ce qui nous a amené à avoir un groupe de réflexion là, qui s'appelle l'usine connectée, là, sur lequel on s'est mis à plusieurs pour essayer de réfléchir ce que devrait être une usine connectée. Et une des conclusions de ce groupe-là, c'était de se dire, donc, avant de faire de l'IA, avant de faire de la data science, tout ce que vous voulez, il fallait quand même structurer notre écosystème. Et l'important pour nous, ça a été de travailler sur cette structuration. Et quand je dis structuration, c'est de définir finalement un vocabulaire universel, compris de l'entreprise et qui permet de matcher différents métiers ensemble en fait. Et ça, c'est important en fait. Si vous ne faites pas ce travail-là, ben en fait l'IA va rester un mirage en fait ou un miracle, ce que vous voulez. Vous aurez d'ambitions, mais comme vous n'aurez pas structuré un minimum, ben en fait ça restera à l'état de POC et vous passerez pas à l'étape suivante qui est le passage à l'échelle des solutions en fait. Et cette phase de structuration, elle a duré à peu près combien de temps? J'imagine qu'elle est toujours en fait d'actualité, puisque c'est en constante évolution, j'imagine. En fait, Comment ça s'est structuré? alors le travail a commencé en fait, une fois qu'on a eu finalement le travail de réflexion là sur l'usine connectée, on a posé les bases là et on s'est posé un moment et on a dit bah maintenant on travaille, on va développer cette partie-là. Mais comme tout industriel, on a été assujetti à des quick wins hein, parce qu'il fallait bien sûr avoir un retour sur investissement. Donc en fait, on a réussi à travailler en fait avec des sociétés sur lesquelles on arrivait à faire des quick wins autour de la data. Je collecte, je fais de la maintenance conditionnelle, je fais de la maintenance prédictive parce que c'était les sujets qui étaient les plus porteurs à l'époque là. Et en même temps, on a travaillé sur la structuration de fonds. Et quand on dit structuration de fonds, c'est qu'on a reconçu des briques. Alors on a cherché dans le commerce des briques qui nous correspondaient, avec cette logique de structuration de la donnée et du vocabulaire unifié, et ça a été compliqué. Par contre, on a trouvé une technologie qui nous a paru super intéressante, qui nous forçait finalement à amener de la structuration, c'est la technologie, ce qu'on appelle l'OPCUA, qui est une technologie de communication. Mais dessus, en fait, ce qu'on a considéré beaucoup plus important, finalement, c'était la capacité à mettre des modèles de données pour structurer l'information à l'intérieur de l'OPCUA. Le canal de communication, finalement, c'est 30% du besoin. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est d'avoir pu utiliser les fonctionnalités de structuration de la donnée et qui sont utiles à plusieurs niveaux. La première utilité, c'est que vous savez maîtriser vos flux de données. C'est-à-dire que vous pouvez vous abonner à une donnée individuelle. Vous n'avez pas besoin de toutes les données. Et toujours, souvent, on se pose la question de savoir est-ce que je collecte tout et puis un jour, je trouverai bien un usage. C'est pas tout à fait le cas, en fait. Aujourd'hui, nous, on préfère travailler, se dire, on part d'une ambition de connecter une machine, en se disant qu'on va bien, il y a un usage qui est identifié. On se met tous autour de la table, on définit ce que la machine est capable de donner
sur ce qu'elle peut finalement mettre à disposition comme données pour pouvoir une exploitation ultérieure. Mais on ne se pose pas la question du use case à cette étape-là. On se dit la machine, qu'est-ce qu'elle peut fournir comme données? Donc on la structure cette donnée, on l'uniformise, on lui met un vocabulaire unifié qui correspond au vocabulaire d'entreprise. Et après, on se connecte. Et on répond au cas d'usage en s'abonnant juste aux données qui sont intéressantes pour le cas d'usage. On n'encombre pas les tuyaux, on n'encombre pas tout ça. Ça sert à rien, ni le cloud d'ailleurs, parce que finalement, c'est des coûts qui peuvent être très vite importants. Et surtout, en fait, on se pose la question finalement du juste nécessaire de la data. Pas forcément pour la partie modèle de données en bas, parce qu'on se prépare pour le futur, mais sur la partie supérieure, on est au juste nécessaire, et c'est autorisé par cette technologie-là. Ok. Donc vous acceptez pendant quelques temps de se dire on est en phase de structuration et on n'a pas de ROI parce qu'on n'a pas de cas d'usage, mais se dire par contre à partir du moment où on aura vraiment cette structuration qui sera pleine, on pourra aller beaucoup plus vite en fait sur le développement des cas d'usage. En fait, c'est ça, en fait, cette phase de structuration et de développement des briques, elle a pris 3 ans. Alors aujourd'hui, je Ok. pense qu'on peut aller plus vite parce qu'il y a des gens qui sont montés en compétence et en maturité sur le sujet. Mais il y a quand même un temps techno parce qu'il faut adapter son infrastructure, sa manière de fonctionner et cette logique-là. Parce que finalement, une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, en fait, son débat à elle, c'est de se dire quel élément je veux digitaliser. Est-ce que je veux accéder à des données machines? Est-ce que je veux digitaliser mes processus de fabrication, mes processus décisionnaires? Et c'est tout ça qu'il faut mettre à plat et de se poser la question finalement, c'est quoi le référentiel d'entreprise? Et une fois que vous avez défini votre référence entreprise, vous mettez les outils autour pour améliorer. Et vous y allez étape par étape, parce que il faut, à mon avis, il ne faut pas imaginer qu'on transforme une entreprise en quelques mois. Ça marche pas. C'est vraiment un travail de longue haleine et il faut s'engager dans la durée et se poser à chaque fois les questions. S'il y a, je sais pas, faire des feedbacks tous les 3 mois, on parle souvent de développement agile et de se dire, ben, finalement, je fais des feedbacks et de disant, ah, là, est-ce que je suis dans la bonne direction, pas la bonne direction? Si ça porte pas ses fruits, il faut tout de suite reprendre le truc et refaçonner pour répondre. Mais c'est de la durée, hein, on parle d'horizon de 3 à 5 ans, en fait. Nous, ça a mis 3 ans Ok. avant qu'on ait la maturité de la solution. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'en parallèle, on est quand même challengé sur du retour sur investissement et on a fait des gains digitaux sur des solutions du commerce, en fait. Et justement, ouais, quand tu parles voilà, de cette intégration un petit peu massive au sein de Renault Group, comment ça se passe? Est-ce que c'est des phases pilotes qui sont sur certains sites? Est-ce qu'on y va progressivement et plus on avance, plus on rajoute des sites? Ou c'est vraiment quelque chose d'assez massif? En fait, dès qu'on dit bah, on intègre à l'échelle du groupe, voire à l'échelle internationale. Alors, la vie, elle est jamais simple. Donc en fait, ce qu'on a vécu, c'est qu'en fait, en interne, vous avez toujours des bagarres. Vous avez toujours des entités qui veulent prendre le lead, qui veulent finalement s'imposer parce qu'ils ont soi-disant la meilleure solution. On a vécu ça exactement la même chose qu'on peut retrouver dans tous les grands groupes. C'est-à-dire que vous avez des usines qui ont besoin de briller autour du digital. Il suffit qu'il y ait un grand patron qui dise on veut du digital dans toutes les usines et vous avez toutes les solutions locales qui vont prendre ils vont prendre le lead là essayer de prendre le lead sur tout. Le débat, en fait, dans cette approche-là, c'est des discussions qu'on a eues en interne, sur lesquelles on n'était pas forcément tous alignés. Et c'était de se dire à un moment, est-ce que je vais faire ça dans une usine représentative ou je vais diffuser ça un peu massivement en me posant en allant chercher ceux qui sont le plus intéressés. Parce que souvent, pour faire progresser une entité, il faut aller chercher des gens qui ont envie de faire bouger l'écosystème. Et en fait, nous, on est parti. En fait, au départ, on pensait prendre une usine et puis dire. Sauf qu'en fait, l'échelle temps dans une usine, c'est pas la même échelle temps que dans de l'ingénierie. Ingénierie, on est sur des zones de réflexion, là, 3 ans, 5 ans, on essaie de se projeter sur l'avenir. Dans une usine, dès qu'on dépasse 6 mois, en fait, c'est trop. Donc, en fait, il faut arriver avec des solutions qui sont d'un niveau de maturité suffisant pour pouvoir les déployer. En fait, nous, on a cherché, on a, on est passé à travers les projets industriels. En fait, tous les ans, en fait, on a des projets industriels dans différentes usines qui font de la mise à niveau d'usines là, pour rentrer un nouveau véhicule, par exemple, ou de l'évolution. Et en fait, on est passé par ces projets industriels pour déployer. Et on a montré qu'on savait le faire facilement avec des chiffres qui parlaient d'eux-mêmes, hein. On était capable de connecter 1000 robots en 3 semaines d'arrêt au mois d'août. Donc ça montrait finalement la facilité de déploiement et la possibilité de s'approprier par finalement des gens dont les compétences ne sont pas forcément digitales ou la data science ou tout ce que vous voulez,
Mais en fait, finalement, c'était le débat, c'était de se dire, mon automaticien dans l'usine, il est capable de déployer du digital. Il suffit qu'on lui donne les outils pour qu'il puisse le faire, en fait. Et c'est ça, en C'est fait, on a commencé intéressant. par ça, et puis au fur et à mesure, en fait, on a conçu ce que devait être une organisation digitale d'usine, et les automaticiens en font partie, hein, en fait, ne jamais oublier les automaticiens, surtout parce qu'en fait, c'est eux qui maîtrisent le monde des machines. Et si vous oubliez les automaticiens, finalement, vous aurez des données, mais elles ne seront pas forcément. Alors, il y a bien sûr les informaticiens, il ne faut pas les oublier. Il y a des métiers comme ça qui sont importants, informaticiens, automaticiens. Mais pour nous, côté Renault, l'informatique, elle a mis en place toutes les infrastructures capacitaires à la scalabilité de la solution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de coder n'importe quelle machine sans avoir à faire une modif dans une machine, dans une infrastructure. Et c'est ça qui est important en fait. On est passé dans une logique de passage à l'échelle là, qui fait qu'aujourd'hui, nous, les automaticiens, ils connectent. Hein, on a connecté 4000 équipements l'année dernière et on n'a pas de besoin d'aller chercher une évolution de la plateforme digitale pour aller le faire. On met juste une adresse IP au niveau de la plateforme pour dire le moyen, il est là. Et ça se connecte, ça découvre automatiquement les informations mises à disposition. Et les informations, elles sont collectées avec les principes d'abonnement qu'on a dans les usages qu'on a identifiés. Donc, dès que vous avez jeté un robot, eh ben, on a des cas d'usage autour des robots, autour de la maintenance, autour des éléments comme ça. Ça s'abonne automatiquement, les données remontent et il devient aussitôt automatiquement supervisé dans la logique de maintenance conditionnelle et prédictive, en fait. Et en fait, Et c'est vraiment ce travail de fond. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a pesté pendant des années parce qu'on était à l'ombre, parce que personne ne nous voyait. En fait, on essaie de gratter, de faire un peu on essaie de faire un peu, essayer de montrer qu'on avançait sur ces sujets-là, mais finalement, on est sur des sujets digitaux, et les sujets digitaux sont très difficiles à expliquer. Et surtout quand vous parlez d'infrastructure et de logique de fondation, en fait, ça parle à personne. Qu'est-ce qui parle dans le digital? C'est le tableau de bord final quand vous arrivez en haut là, hein, et que vous avez accès à un tableau de bord qui vous donne les défaillances, de la pince à souder, parce que c'est la partie visible. La partie infrastructure, on la sous-évalue et finalement, elle a une importance très forte, en fait. Et je pense que souvent, on se perd. En fait, on veut aller chercher un truc très rapidement. Et en fait, on oublie ses fondations, en fait. Et les fondations sont importantes. Quelle que soit la taille de l'entreprise, si vous n'avez pas les fondations, vous ne ferez pas de passage à l'échelle et vous irez pas chercher. Les gains, ils seront diminués d'autant parce que vous n'aurez pas fait ce travail de structuration, en fait. Marine, par rapport un peu à ton retour d'expérience, à quel point la structuration, des fois, peut être plus ou moins abordée sur une PME, une ETI? Est-ce que rapidement, ils préfèrent aller sur des cas d'usage pour peut-être aussi se rassurer eux-mêmes et rassurer les équipes? Comment voilà, ces fondations sont mises en place dans des ETI, des PME, des plus petits groupes, quoi? Bah, nous, en région Occitanie, c'est vrai qu'en termes d'industrie, on a pas mal d'industries aéronautiques et agroalimentaires. Si je schématise, il y en a bien d'autres, mais si je cible celle-là, l'aéronautique, elles vont avoir un souci de qualité quand même, elles vont être guidées par une grandeur, une ambition portée par les donneurs d'ordre, Airbus, etc. Et l'agroalimentaire, tu vois, elles vont chercher à fond la rentabilité, le volume. Ces deux industries, il y a beaucoup de machines, c'est un monde très physique au sens où c'est machines ou alors process humain. Et donc, en fait, ce que tu décrivais, Thierry, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le premier défi, c'est de créer, de récupérer la donnée. Et en fait, ça peut être vraiment compliqué. Alors, soit on fait un modèle de fondation où on crée une interopérabilité, un peu comme ce que vous avez construit chez Renault, soit on le fait pas. Et quand on le fait pas, effectivement, bah, il faut choisir ses combats, quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien définir un périmètre de ce qu'on va récupérer, pourquoi faire. Et si derrière la motivation et la valeur qu'on va aller chercher, elle n'est pas certaine, bah, on peut être sûr que le projet, bah, il devait durer 6 mois, il va durer 2 ans, et les équipes elles vont se décourager et ça va pas le faire. Et donc c'est vrai que ce qu'on a plutôt observé peut-être des usines, des sites uniques hein, parfois, ou alors un réseau d'usines, mais à échelle plus réduite que ce que peut être Renault. Euh, c'est plutôt des projets où on va identifier vraiment une valeur à vouloir, par exemple chez Terega, qui est un site, enfin Terega, ils ont le réseau de canalisation de gaz souterrain dans le sud-ouest, et ils ont aussi un site de stockage de gaz dans une couche géologique dans les Landes. Et eux, en fait, ils ont lancé des projets de maintenance prédictive qui sont les gros projets IA depuis une dizaine d'années, même un peu plus. Et pour ce faire, eux, ils se sont dit bah, quelles sont les machines ou les installations absolument critiques qu'il faut suivre et ou sur lesquelles je peux récupérer de la donnée.
Donc ils ont commencé comme ça, donc il y avait vraiment une motivation, on a calculé le ROI, on s'est dit bah du coup le budget solution il peut être celui-là, on a commencé à avancer comme ça. Et c'est vrai que eux par exemple, ils ont peut-être pas construit un modèle de fondation comme vous l'entendez en termes d'interopérabilité, mais ils ont construit des briques logicielles qui font que ils peuvent accueillir de la data en nombre venant d'équipements. Ils ont un système de tag pour venir caractériser une donnée, pouvoir l'interpréter par différents systèmes. Ils ont des systèmes de traitement, tout ça cloud, alors que c'est quand même une entreprise avec aussi un réseau. Enfin, ils ont leur réseau industriel très sécurisé et une recopie cloud. Donc c'est vrai qu'ils se sont en même temps un peu structurés, mais le cas de Terega qu'on a observé, il est vraiment pas présent chez tout le monde. Et alors, comme je vous disais au début, par exemple, quand on est dans l'industrie aéronautique, parfois, le donneur d'ordre Airbus, il va un peu motiver ses sous-traitants ou les entreprises, les fournisseurs qui travaillent avec Airbus, avec une certaine ambition. Donc, il y a quand même certaines entreprises, nous, qu'on voit du territoire, qui font un peu ce que vous disiez, Thierry, que on va quand même se dire quel potentiel on peut avoir si on connecte nos machines, etc. Donc, un peu le prendre dans l'autre sens en investissant un petit billet, en disant on va quand même connecter ce parc machine, on sent qu'il y a quelque chose. Le cas d'usage, le dashboard à la fin est toujours pas là. Et là, il faut ça fonctionne, mais du moment où il faut très vite embrayer sur une réalité humaine pour les gens qui sont dans l'usine et qui prennent des décisions, quoi. Parce que sinon, comme je vous disais au début, le projet il est beau, il fait plaisir à dire, mais en fait, il commence et il finit jamais et on n'a jamais le résultat, quoi. Et après, peut-être si je peux compléter par rapport à, je sais pas Thierry, mais je pense que oui, vous avez aussi cette technologie-là dans les usines. On parle beaucoup de maintenance prédictive, mais il y a aussi, moi j'ai vu beaucoup l'aspect computer vision avec Hum, l'IA. hum. Donc les reconnaissances de forme, les détections d'anomalies, ça dans l'agroalimentaire, c'est pas mal. On voit aussi les analyses TRS, donc là, ça, c'est plus dans l'usine, les usines agroalimentaires où il y a de la chaîne vraiment. Alors, dans l'automobile, ça doit être similaire, mais où on vient en fait pister tous les temps d'arrêt. Et là, l'IA peut en fait se mettre en surcouche d'une analyse data. Donc, il y a, voilà, je dirais pour compléter, Yoann, ta question, c'était que, ouais, on observe un peu la même chose, mais pas avec les mêmes moyens. Et par contre, oui, l'IA dans les usines, c'est quand même là depuis un certain nombre d'années. On parle pas d'IA générative, mais l'IA data science, elle est là depuis un certain nombre d'années. Mais c'est vrai que c'est jamais des projets, effectivement, qu'on fait en quelques mois, quoi. C'est souvent des projets Ouais. structurants et derrière, la question se pose à un moment, est-ce que je structure quelque chose ou est-ce que tant pis, j'avance que sur ce périmètre? C'est jamais trop simple, j'ai l'impression. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Et ouais, Thierry, moi je serais notamment intéressé de dire un petit peu comment toi tu différencierais l'IA qui va peut-être être industrielle, même avec des cas d'usage peut-être que tu peux nous partager, avec Mhm. l'IA grand public, on va dire, que tout le monde, dont tout le monde entend parler. C'est quoi pour toi les gros points de différenciation? Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner pour un peu que ce soit peut-être plus parlant et plus concret? En fait, nous, on a plusieurs usages de l'IA, en fait. Comme le disait Marine, en fait, la partie computer vision, en fait, c'est le truc qui se déploie très rapidement, en fait. Il y a des technologies qui sont suffisamment matures. Alors nous, on l'a couplé aussi avec de la contextualisation. Parce que ce qui nous paraît assez Mm. important, en fait, c'est qu'une photo seule, en fait, ne veut rien dire. Parce qu'en fait, on a toujours besoin. Nous, on fait des batchs de prédiction de nuit, là. Et on analyse toute la production de la journée sur des quantités. Alors, on a un parc de photos aujourd'hui qui avoisine les 500 millions de photos. Donc, en fait, et tous les jours, on collecte des millions et des millions de photos. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire avec ces computer vision là, finalement, c'est de détecter les anomalies. Et on a des exemples assez flagrants là, qui sont super sympas. On a eu dans une usine en Espagne là. En fait, là, on a fait tourner le batch prediction la nuit là. Il a découvert une image qui semblait donner un défaut sur un moteur. Le matin à l'arrivée dans l'usine, les opérationnels, ils ont été voir le moteur. Il y avait une vraie pièce qui était fendue. Et ils ont remonté, en fait, ils ont été rechercher la cause racine, parce que c'est important aussi de comprendre pourquoi ça arrive Mm. et pourquoi on a ce type de défaut. Et en fait, ils ont été voir l'opérateur, et l'opérateur a affirmé qu'il avait fait tomber la pièce, mais quand il l'avait regardée, il n'avait pas vu qu'elle était fendue, en fait. Mais en fait, finalement, quand on regarde ça, chez nous, ça fait un incident chez le client à la fin, et un client qui peut être mécontent. Donc, en fait, c'est super important, finalement, tous ces usages autour de l'image, là, et nous, on tourne de plus en plus. Alors, on a développé une plateforme qui s'appelle Manufacturing Platform for AI, là. Et en fait, les photos, c'est vraiment le moteur principal de cette plateforme. Et on analyse tout ce qu'on peut analyser. Et on fait même,
Alors on a de l'IA finalement, ce qu'on appelle en edge, là, au plus proche du terrain, là, qui tourne avec des caméras, avec un certain nombre de choses, là, qui fait des premiers niveaux d'analyse. Mais aujourd'hui, en fait, ces caméras, elles prennent des photos. Avec ce premier niveau d'analyse, elles font une première analyse. Après, on collecte ces photos-là. Et quand on a un incident, par exemple, chez un client, demain, après-demain, sur un véhicule qui roule, on est capable de reprendre les photos et de refaire jouer de l'IA dessus pour aller chercher d'autres défauts que ceux qu'on avait à la base, en fait. Donc, c'est un écosystème qui est hyper vertueux. Ça veut dire que finalement, vous prenez des photos, vous prenez un certain nombre d'éléments. Alors, ça peut être des éléments de preuve, hein. On a eu beaucoup de discussions sur le fait de stocker des photos parce que à un moment, on avait des batailles en se posant la question, est-ce que la photo ne va pas se retourner contre nous? C'est-à-dire que si vous prenez des photos, vous êtes censé savoir ce qu'il y a dessus, et vous pouvez, vis-à-vis d'une attaque ou d'un incident chez un client, être mis en cause. Ben, je pense qu'il y a un côté vertueux, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir un incident chez le client, ça arrive toujours, bien sûr, la qualité n'est pas totale ou à 100%, on fait beaucoup d'efforts, mais il y a toujours des choses qui passent au travers. Mais aujourd'hui, à partir d'un défaut, on est capable de remonter sur le process et d'aller chercher tous les paramètres qui ont permis la construction d'une voiture. Les coupes de serrage, les courbes de couple et ça, les images de différents points de fabrication. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à mettre beaucoup de monde d'accord, en fait, finalement, en dédouanant le process et en allant aussi aller voir une notion d'utilisation de la voiture qui n'est pas forcément la bonne non plus, aussi, si vous voyez. Et la donnée, elle est extrêmement importante pour exploiter ces nouveaux filons-là. On a Et, des incidents, des améliorations de process qu'on a fait grâce à la donnée. Sur des essais, on testait des nouveaux véhicules sur piste, là. Et en fait, on a eu des défaillances et on a pu remonter et trouver la cause racine dans les paramètres process que l'on a enregistrés. Donc oui, la donnée, c'est monumental ce qu'on peut en faire. Et des fois, parce qu'on parle beaucoup d'IA aujourd'hui, mais l'IA finalement, c'est le Graal en fait. Je mets ça dans le Graal parce qu'en fait, avant de faire de l'IA, vous avez plein d'outils qui permettent de s'améliorer et qui sont déjà la visualisation de la donnée. La visualisation de la donnée, c'est super important. Vous n'avez pas besoin des fois d'aller faire de l'IA. Rien que de voir le paramètre, déjà vous pouvez vous rendre compte finalement c'est quoi la défaillance, hein, comment quand je la caractérise par un signal physique. Et puis derrière, en fait, une fois que vous avez fait cette première compréhension-là, vous commencez à faire du business analytique, là, faire de l'analyse, croiser les données. Et puis après, le step supérieur, c'est d'aller chercher des fonctions supplémentaires. Et là, l'IA devient hyper intéressante parce qu'elle peut amener des fonctionnalités supplémentaires. Et l'autre chose là, qui est derrière Computer Vision qu'on a aussi, c'est la capacité finalement d'une IA à être reproductible. Alors malgré quand même les 15% d'hallucination de l'IA sur lequel il faut quand même faire très attention, c'est beaucoup bien meilleur qu'un opérateur qui fait du contrôle, hein, qui n'arrive pas à être concentré 8 heures par jour pendant toute sa journée, hein. En fait, on peut lui donner 10 défauts à contrôler, et puis il y aura un gros défaut qui n'était pas dans la liste de contrôle, il va passer à côté. Donc la cécité cognitive, je pense que beaucoup de gens la connaissent, et vous pouvez avoir des défauts qui passent au travers parce que finalement, vous n'avez pas la concentration, ou finalement, vous n'êtes pas aguerri, dans la fiche de poste, on ne vous a pas dit de contrôler tel élément, et ça passe au travers parce que c'était pas du tout imaginé. Donc là, la vision et le computer vision nous aide énormément finalement pour essayer d'aller chercher de la qualité, un meilleur niveau de qualité en fait. Je voulais juste compléter parce que nous en fait, on a mis en place en fait, chez Renault, on sait pas finalement, on n'a pas catégorisé les usages. Alors pourquoi je vais expliquer pourquoi on n'a pas catégorisé les usages. En fait, aujourd'hui, quand on collecte de la donnée d'un équipement industriel, de plein de typologies d'équipements qu'on peut avoir dans nos usines, là, en fait, la donnée, elle peut être utilisée par beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes, finalement, ce qu'on a trouvé important, nous, c'était de décloisonner la donnée. Dire, je pars pas sur un usage de type maintenance ou d'un usage de type qualité ou d'un usage de type qualité du process et compagnie. Ce qu'on a défini, nous, c'est qu'on a dit, moi, je veux collecter. Donc, je veux collecter une fois, mais je veux utiliser autant de fois que nécessaire. Et en fait, ça nous a permis de mettre en avant, finalement, on a eu, par exemple, sur des systèmes, sur du vissage. On fait beaucoup de vissage dans nos usines d'automobiles, là. Et sur le vissage, et ben en fait, au départ, on est parti pour aller chez la qualité.
voir le niveau de vissage bon, mauvais, les courbes, pouvoir superposer, faire du machine learning en superposant les courbes de vissage et un certain nombre de choses. Et en fait, après, finalement, avec les mêmes données, on a commencé à essayer de faire de la prédiction d'incidents sur de la maintenance. Et en fait, c'est les mêmes données. Donc, on n'a pas besoin, il faut pas siloter la donnée. En fait, c'est un des enseignements, finalement, c'est que la donnée doit être le plus libre possible pour tous les usages possibles. Et vous avez des fois des choses, là, comme on a un système là, qui s'appelle le self-service big data, c'est-à-dire que on donne accès aux usines. Et on a eu des usages qui sont arrivés des usines parce qu'on collectait des données des machines et que la machine avait connaissance des pièces qu'il utilisait. On a fait du comptage de pièces et on a su alimenter la logistique pour faire les réappros bord de chaîne. C'est tout simple, hein, mais ça vient d'une usine avec un élément qu'on n'imaginait pas au départ parce que le corporate ne sait pas tout. Hein, faut l'avoir en tête. C'est qu'on amène des idées, mais souvent les idées elles viennent de partout en fait. Et si l'écosystème il est ouvert et s'il peut évoluer, ben, vous avez tout gagné. Vous pouvez engranger plein de use cases complètement différents en fait. Hyper intéressant. C'est-à-dire en fait, la logique de la data, de la donnée, vous l'avez centralisée quand même pour avoir quelque chose d'assez uniformisé. Par Hum, contre, la logique des use cases ont souvent été décentralisées en remontant directement des usines. Et donc, au final, pouvoir en fait avoir des use cases pleins et différents, mais qui peuvent être des fois beaucoup plus pertinents, puisque c'est les opérationnels eux-mêmes en fait qui vous ressortent les use cases. c'est ça. Waouh. Ok. Et ça, Hyper intéressant. et ça, c'est important en fait finalement parce que quand on parle de l'accès à la donnée, il faut la démocratiser la donnée parce que si vous la Hmm. démocratisez pas, vous avez pas le retour sur investissement en fait. Donc si les gens s'en emparent, ils vous le défendront beaucoup plus facilement derrière en fait. Et plus la Ouais, population parce est que je dis. importante, et plus après c'est difficile de détricoter parce que c'est souvent le débat d'époque, c'est que vous avez une, deux, trois personnes qui sont enthousiasmées parce qu'ils l'ont fait. Et puis après, on dit, ben, on va le mettre dans l'autre usine à côté. Ben, en fait, vous avez plus les mêmes personnes, les mêmes enthousiastes, ils participent pas au même niveau dans la mise en place. Et puis le machin, il fait pchit, il fait ballon de baudruche, il fait pchit, et en fait, vous avez pas réussi à le déployer, en fait. Et du coup, j'ai une question, Thierry. Est-ce que vous envisagez de permettre de questionner les données en langage naturel pour que l'accessibilité soit vraiment la plus grande possible? Alors, c'est en cours. On le fait, hein. Nous, on travaille avec Google, donc on a Gemini qui nous a mis à disposition un modèle là, qui nous permet de requêter. Alors, nous, des données, elles sont mises sous forme de time series, ce qui n'est pas Ouais. forcément le plus simple à exploiter, en fait, parce qu'on l'a sous forme d'événements. C'est pas le plus simple à exploiter, mais une fois qu'on a mis en place, parce qu'on prend au-dessus, on met ce qu'on appelle une couche sémantique là, pour faire de l'agrégation et rendre les tableaux de bord beaucoup plus faciles à faire. Ok. Donc aujourd'hui, oui, une fois qu'on a passé cette couche sémantique, en fait, derrière, on fait tourner des LLM dédiés qui savent faire du requêtage en langage naturel. Ouais. Et ça, vous pensez que ça peut être accessible à des entreprises plus, peut-être avec moins de moyens ou qui ont moins d'infrastructures que la vôtre? Alors, on a plusieurs éléments, en fait. Alors, moi, je pense que c'est accessible. Par contre, en fait, on a d'autres exemples qui sont aussi de l'aide à la maintenance, là. Alors là, on est plus sur une logique de dire, on met toute notre documentation à disposition dans un cloud et on fait de l'interrogation en langage naturel au cloud en disant, ben voilà, j'ai telle panne, donne-moi les informations. Et ça marche plutôt bien. C'est finalement une des réussites de 2025 chez nous, là, de mettre ça à disposition. Et ça, je pense que c'est encore plus accessible que finalement la logique de dire, je vais faire du Gemini sur de la base de données de type time series. Parce que finalement, on retombe toujours sur les mêmes fondations. En fait, si vous n'avez pas de données structurées, ou du Gemini, il fera pas beaucoup de miracles en fait. Et si vous avez finalement vous l'alimentez avec déjà du requêtage SQL que vous connaissez, vous allez l'aider et il va pouvoir le refaire et il va avoir la logique, il va l'assimiler très vite en fait. Mais en fait, si vous n'avez pas cette structuration et cette standardisation, je pense que ça va être compliqué. Les gains, ils vont pas être à la hauteur de ce que vous espérez. Complètement. Et donc, en fait, si on résume pas mal ton point, c'est de dire qu'en fait, l'IA en industrie, c'était plus une évolution logique de l'automatisation et de tout ce qui avait été mis en place, plutôt qu'une vraie rupture technologique majeure. Au final, si on prend tout le processus que vous avez mis en place depuis des dizaines d'années. En fait, la technologie, ça évolue de manière tranquille en fait. Il n'y a pas de rupture en fait. Les ruptures, ça c'est le marketing qu'on y met dessus en fait. Donc la technologie elle évolue doucement.
Et là, elle a marqué finalement, avec l'arrivée des LLM, elle a marqué un tournant parce que finalement, ça devient accessible au grand public et tout le monde peut faire de l'intelligence artificielle. Après, moi, je me méfie toujours du marketing parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un grand, une grande phase où tout le monde parle d'IA et d'éléments. Mais en fait, avant de faire de l'IA, avant de faire des grandes choses, il y a peut-être des petits pas à faire sur de la digitalisation et qui vont simplifier finalement l'arrivée de l'IA derrière, en fait. Et je pense que ces petits pas-là, il faut les faire. Et c'est important. Et c'est des processus d'évolution naturelle d'une entreprise. Alors, dans les entreprises, souvent, vous avez des grands standards. Alors, plus l'entreprise est grande, plus les standards, ils sont grands. Mais il faut vraiment avoir cette logique de se dire, il faut que je structure, parce que si je structure pas, je ferai pas de digitalisation, je ferai pas d'IA, je ferai pas tout ça en fait. Donc c'est vraiment une logique qui est primordiale de se dire à un moment, si je veux vraiment aller chercher des gains avec de l'IA, mettre toutes les briques de l'IA et toutes les promesses qui sont faites finalement par des Gartner et tout, il faut que je fasse tout un travail sur mon entreprise de mise en place d'infrastructures, de vocabulaire unifié, et des choses qui finalement permettent de dire que je vais pouvoir échanger de l'information entre le monde de la conception, le monde de la fabrication, le monde de la qualité, le monde de la prévente. Et c'est ça en fait l'important en fait d'une entreprise, c'est de se dire c'est quoi mes critères, c'est quoi mes éléments importants, et qu'est-ce que finalement je veux faire avec de l'IA. Et il ne faut pas faire de l'IA pour faire de l'IA, il faut faire de l'IA dans un but de faire de la valeur en fait. Et c'est ce qu'on nous demande en fait tous les jours. C'est ok, vous voulez mettre de l'IA, ou on vous pousse à mettre de l'IA, mais il faut mettre de l'IA pour de la valeur d'entreprise. Et la valeur d'entreprise, il faut se poser la question finalement, c'est quoi les steps par lesquels il faut passer pour avoir finalement cette valeur? Et la valeur, est-ce que je commence par structurer? Est-ce que je commence par essayer de capter à tout prix, voir ce que je peux en faire? Et en fait, c'est des steps de maturité qui vont être différents d'une entreprise à l'autre. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas, il y a peut-être un chemin idéal, mais en fait, chacun en fait aussi va le faire en fonction de sa maturité et en fonction des ambitions qu'il veut y mettre en fait. Et l'IA, en fait, elle est importante. Je pense que c'est un outil qui va s'imposer, ça c'est clair et net. Alors, alors tout ce qu'on peut entendre, ça va remplacer l'homme, tout ça. Alors, moi, pour l'instant, je suis convaincu que c'est plutôt un outil. Et il a trop de biais cognitifs aujourd'hui qui font qu'il va remplacer l'homme. Donc, il faut faire très attention à ces communications de marketing. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un outil qui permet d'accélérer au quotidien le travail et l'efficacité au quotidien. Et je pense que tout le monde peut l'intégrer. À différents niveaux, tout le monde peut l'intégrer. Et est-ce que tout le monde peut l'intégrer ou tout le monde doit l'intégrer? Est-ce que pour toi maintenant, c'est quand même une source de compétitivité pour une boîte de se dire je dois intégrer l'IA? Ou alors on est encore dans une phase où on peut se dire je peux encore mettre ça de côté, peut-être me concentrer sur d'autres choses? Est-ce que pour toi ça va être un must quand même pour les entreprises de commencer à s'y intéresser? Est-ce que concrètement vous avez des résultats qui sont probants en fait au sein de Renault et qui vous disent par rapport à des compétiteurs, c'est un vrai levier de compétitivité qu'on a grâce à ces technologies? En fait, mesurer. Alors, nous, on sait que la donnée, en fait, la donnée, l'IA et tout ce qui est associé, finalement, toute cette transformation digitale, là, elle amène de la valeur et de l'efficacité. Parce que quand je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on a un incident chez un client, on prend le numéro du véhicule, on est capable de retrouver comment il a été fabriqué, par quelle étape il est passé, et quel résultat on avait. Donc ça, c'est super intéressant. Donc ça veut dire que oui, on a de la valeur. Déjà, ça nous permet de nous améliorer nous-mêmes. Et ce qui est déjà un élément important, c'est-à-dire qu'on on veut plus renvoyer une image bon, que vous connaissez tous, hein, on part en Renault, on revient à vélo. C'est plus vrai en fait aujourd'hui chez Renault. Donc en fait, on a travaillé sur la qualité, on a mis en place un certain nombre de choses là pour corriger toutes nos défaillances. Et ça, on l'a fait aussi grâce à la data et grâce à l'enregistrement. Et donc on a obtenu une réactivité au quotidien sur des incidents clients qui nous permettent d'aller traiter les causes racines en fait. Et si vous n'allez pas traiter les causes racines, vous l'aurez toujours votre problème en fait. Et donc en fait, nous aujourd'hui, moi je considère qu'il faut pas rater, alors il faut pas rater le virage de l'IA, ça c'est important. Par contre, à chacun d'adopter sa vitesse en fonction de son profil d'entreprise. Et je pense qu'il n'y a pas une approche IA unifiée, il y en a plus, il peut y en avoir plusieurs. Est-ce que je fais de l'IA sur des données qui viennent des machines? Est-ce que je fais de l'IA sur des processus? Est-ce que je fais de l'IA sur mon CRM pour mes clients? Il y en a plein en fait. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas un tracé unique et chacun va le faire en fonction de son. Par contre,
amener une culture d'entreprise autour de l'IA, ça c'est super important parce que finalement, tout le monde au quotidien peut en tirer des bénéfices en fait. Par rapport à ça, moi, ce que je remarque et d'expérience, à la fois dans des grands groupes, mais aussi dans l'industrie, le plus important, c'est aussi la gouvernance, mais c'est la mise en place de à la fois le leadership, à la fois la culture, rassembler toutes les unités entre elles, pour après aller sur des questions d'infrastructure, de langage unifié, de structuration de la donnée, d'enlever les silos, de permettre que chacun ait son degré de liberté. Ça, comment vous l'avez géré? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça le plus gros point qui est peut-être pas assez En adressé fait, pour tout est arriver au parti. résultat. Ouais. Nous, tu étais parti d'une gouvernance centralisée en fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de la gouvernance centralisée. Après, au-delà de ça, on a mis un certain nombre d'outils pour dire on challenge en fait une usine. Un patron d'usine, c'est quelqu'un qui est challengé en permanence. Donc il veut toujours être dans le top 3 pour bien figurer vis-à-vis de ses chefs en fait. Et donc en fait aujourd'hui, nous on a mis tous les tableaux de bord à disposition pour que tout le monde soit challengé. Et derrière en fait la gouvernance elle est très forte, c'est une gouvernance corporate. On peut pas imaginer de dire que c'est une usine qui prend le lead sur un élément comme ça parce qu'une usine elle a la vision de son quotidien, de son produit à fabriquer. Elle n'a pas une vision multi-usines et multi-sites avec les problématiques de scalabilité finalement des solutions en fait. Et donc ça, nous on a une gouvernance très forte, hein, c'est certain, et on a des patrons qui se sont emparés. C'est-à-dire que on est passé par une étape où on a d'abord travaillé avec les opérationnels pour les monter en compétences, et derrière après, quand les patrons s'en sont emparés, là c'était on déploie. Donc en fait, si les opérationnels n'avaient pas été au bon niveau de maturité, en fait ils n'auraient rien déployé. Donc en fait aujourd'hui, on avait d'abord travaillé avec les opérationnels pour expliquer comment ça faisait. Donc on avait fait ce que j'expliquais tout à l'heure, on était dans les usines, on a été faire de la mise en place, on a accompagné les usines pour qu'elles montent en maturité. Et une fois que les patrons se sont emparés du sujet, ben là après c'était branle-bas de combat. C'était, je veux dire, là il y a plus de, vous faites pas marche arrière. En fait, le patron a convaincu qu'on fait de la valeur, donc il faut déployer. Et donc en fait tous les tableaux de bord, en fait, ils sont utiles parce que tout le monde s'en empare et tout le monde veut être le meilleur sur la photo. Donc oui, une notion de gouvernance très forte. Parce que vous ne laissez pas l'usine dire je veux nommer telle variable de telle manière, parce que c'est pas valable, c'est valable dans une usine, pas forcément dans l'autre. Donc oui, une gouvernance très forte de la donnée, de la structuration et des outils imaginés par le corporate, qui sont plutôt des boîtes à outils et pas des solutions fermées. Donc ce qui fait qu'on a la possibilité d'implémenter ça par des gens qui ont des compétences plutôt de terrain et pas forcément data science et IA en fait. Donc, toute une partie aussi formation, acculturation qui a été faite aussi Oui, auprès des équipes pour un petit peu sensibiliser. oui. Ok. Ah oui, c'est important. En fait, on a fait plusieurs modules en fait de data. On a fait des webinars, on a fait un certain nombre de choses. On a fait des gambas avec toutes les usines pour ce qu'on appelle des gambas là, c'est finalement des rencontres avec toutes les usines sur cet aspect digital, en leur posant la question finalement c'était quoi leurs idées. En fait, voilà, il y a eu tout un travail de fond qui a été porté autour finalement de cette digitalisation de l'entreprise en fait. Tout à l'heure, tu parlais de culture d'entreprise, et sachant que voilà, il n'y a pas que des usines en France, il y a des usines un petit peu Hum, partout dans le monde. hum. Comment on fait pour réussir à unifier cette approche, à amener les équipes, sachant qu'elles viennent de différentes cultures, de différents endroits dans le monde? Comment on fait pour avoir, on va dire, tu as parlé à l'instant de gouvernance, mais comment avoir une approche unifiée pour pouvoir en fait mettre en place cette structuration de la donnée, ces solutions de manière vraiment worldwide et pas juste rester à une échelle locale ou nationale? En fait, notre solution, nous, ce que je vous ai expliqué là tout au long du point là, elle est implantée dans toutes les usines. Alors, Renault a une culture forte de la gouvernance centralisée en fait. Donc en fait, ça a commencé dans les années 90 avec des standards d'automatisme super un peu forts. Dans l'automobile, c'est un peu le débat. On a des standards d'automatisme qui sont plutôt poussés avec des logiques de briques, des briques de programmation standardisées qui permettent de faire des échanges avec ce qu'on appelle le niveau 2, donc toute la sphère informatique. Et donc en fait, cette approche-là, en fait, on est toujours dans une continuité finalement et d'amélioration, hein, un effet Kaizen là, au quotidien, de l'amélioration continue. Donc en fait, c'est ces fondations-là qui ont permis de faire de la digitalisation derrière et d'accélérer la digitalisation. Et en fait, on s'est appuyé sur l'histoire de cette standardisation pour la pousser encore plus loin et l'appliquer au monde du digital en fait. Et derrière, en fait, il n'y a pas réellement eu de question sur les usines. En fait, toutes les usines appliquaient déjà le standard automatisme. Donc les usines ont appliqué, comme ça provenait des mêmes entités, les mêmes
approches. Ça s'appelait un peu, ça a un petit peu changé de nom parce que maintenant c'est devenu la direction du métaverse qualité et industrie. Donc vous voyez, on a changé de dimension, mais c'est les mêmes équipes et en fait les usines reconnaissent cette valeur du corporate sur cette standardisation en fait. Et après, l'autre débat sur lequel on s'est aussi, sur lequel on a énormément travaillé, c'est ce qu'on appelle chez nous la simplexité en fait. Arrêtons de faire des solutions très complexes, mettons des choses simples et la notion de modèle de données, dans un outil, et on fait en drag and drop, on déplace ce modèle de données et j'ai juste à mettre les adresses physiques de l'automate ou des adresses IP, on a simplifié l'intégration. Et en fait, c'est tout ça en fait qui est important. En fait, et comme je vous dis tout à l'heure, l'ensemble il est plug and work, hein. Une fois que ma machine est connectée, qu'elle est configurée pour collecter de la donnée, j'ai juste à ouvrir une adresse IP sur une plateforme et après toute la donnée elle se collecte en automatique. Donc en fait, on a essayé de simplifier. Et c'est là, en fait, où je pense que le corporate a gagné par rapport aux solutions usines. C'est que les solutions usines, elles étaient assez essayer de collecter des données à partir des bases de solutions fournisseurs et tout ça. Donc, en fait, il y avait toute une hétérogénéité et en fait, qui fait que l'exploitation de la donnée était complexe et la transformation, elle prenait du temps. Et en fait, c'est ça. Et moi, je suis un peu un homme de standard depuis à peu près 30 ans. J'ai fait plein de batailles de standardisation. Et ces standardisations, moi, on dit toujours le standard, ça coûte cher, mais en fait, on a du mal à quantifier les gains que ça amène. Mais finalement, la scalabilité est un gain. La capacité de déployer très rapidement est un gain du standard, en fait. Et c'est tous ces éléments-là qu'il faut avoir en tête. C'est pas qu'une histoire de coût de la solution, c'est aussi la capacité à la déployer très vite et à faire de la valeur après. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de valeur, nous aussi, sur le digital. Et les valeurs sont conséquentes parce que comme on a décloisonné tout le monde, ben, la valeur, elle est décuplée, en fait. Et justement, moi j'avais une question par rapport à ce que tu dis. Est-ce que pour toi, du coup, pour une entreprise de manière générale, soit une PME, une ETI ou même des fois des grands comptes, en fait, la plus grande peur doit plutôt de ne pas s'y mettre plutôt que d'aller vite. Au final, aller vite, c'est comme ça qu'on itère. Même en fait, on voit que même vous, qui êtes un grand groupe, il y a quand même cette logique d'itération, de Kaizen, tu parlais, donc une, euh, une amélioration continue. Donc en fait, est-ce que le but, c'est pas s'y mettre rapidement, commencer à tester et ajuster sur le tas plutôt qu'essayer de faire des projets qui sont hyper structurants sur des cas d'usage de 3, 4, 5 ans pour au final te rendre compte que peut-être vous adressez pas le bon problème. Tu parlais beaucoup de POC, mais tu dis, voilà, ce qui est important, c'est aussi rapidement pouvoir passer à l'action. Donc, pour toi, on est d'accord que l'amélioration continue reste un peu le pilier pour une entreprise qui veut se digitaliser et mettre de l'IA en place. Alors, je pense que le POC, il est nécessaire, ne serait-ce que pour comprendre. Parce que sinon, si vous comprenez pas, en fait, vous pourrez travailler sur du fond, sur un boulot de fond de structuration, de standardisation, mais sans avoir compris finalement l'intérêt ou le besoin de standardiser. La notion de maturité dans la data et l'IA, elle est primordiale. C'est-à-dire que Ouais. pour comprendre, il faut passer par des expériences. Alors, soit on écoute un peu les autres, mais finalement, l'expérience peut être biaisée. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas vu vous-même, finalement, les difficultés, vous pouvez être pollué par un certain nombre de messages qui vous sont adressés. On vous promet la lune alors qu'on n'est pas capable de la tenir. Il y a beaucoup de choses, en fait, derrière. En fait, il faut faire très attention. Et donc, en fait, moi, je pense que l'IA, c'est important, mais qu'il faut il faut y aller avec la vitesse qu'on imagine, pas à se mettre sous pression pour y arriver. Parce qu'en fait, je pense que il faut prendre le temps, finalement, à partir de tests avec des proof of concept, de se poser finalement, à travers les limitations des POC que vous allez faire, se poser la question, c'est quoi l'attendu que moi je veux en avoir? Je veux faire de l'IA pour faire quoi? Pour m'améliorer, pour pouvoir gagner en crédibilité, pour gagner. J'ai plein de critères possibles, hein, finalement. L'IA peut s'adresser à plein de choses. Mais finalement, ces critères-là, c'est quand même l'histoire de la société qui va dire, moi, je voudrais m'améliorer sur ça, parce que c'est ça, c'est là où je suis pas bon. Et finalement, pour y arriver, alors je peux faire un POC, deux POC, trois POC, mais à un moment, il faut se définir la stratégie qui va venir derrière, finalement. Et si je veux que ça se déploie de manière large et que ça soit accepté par l'ensemble de mes employés, ben, il faut que j'ai un truc qui soit compréhensible et pas un truc que personne ne comprend en fait. D'où Et vous ce le que je voyez, vous ai expliqué, la notion de simplexité. Comment je fais un truc simple pour que tout le monde puisse se l'approprier en fait. et vous le voyez une certaine accélération dans ces POC, à la fois parce que là, tout doit donner des fruits un peu en ce moment avec la maturité des équipes, la formation,
les cas d'usage qui doivent aussi émerger? Est-ce que, voire même aussi des départements, peut-être vous avez un département qui gère un peu les innovations au niveau modèle, au niveau IA et data. Est-ce que ça En fait, tout se s'accélère ou pas? concentre, il y a beaucoup de choses qui se concentrent là en fait, il y a des grandes directions, il y a la direction du commerce, la direction du process, de l'ingénierie process. Alors nous, sur la partie manufacturing, la process là, oui, on a une accélération des usages parce qu'en fait, on a des data scientists qui travaillent aussi sur finalement de la prédiction, beaucoup de prédictions, on a des thèses, on a un certain nombre de choses là. Oui, on a de l'accélération, on a des résultats qui sont sympas. Machine Vision, on parlait tout à l'heure, ça c'est les côtés qui payent tout de suite. Sur de la prédiction, sur de la donnée, on a des choses sur de la prédiction de consommation des usines, parce qu'en fait, vous savez qu'avec le coût de l'énergie, il y a beaucoup d'industriels qui se posent des questions, finalement, c'est quoi? Comment je peux avoir de la prédiction de consommation de façon à garantir un maximum les coûts d'approvisionnement d'énergie? Donc nous, on a tout ce travail-là qui est fait à partir des données qu'on collecte de nos différentes usines. Il y a de la prédiction sur de la prédiction sur de la maintenance. Il y a de la prédiction sur de la qualité. En fait, l'IA, elle se met à toutes les sauces, en fait. Alors après, je vous dis pas que tout paye, en fait. Il faut accepter un taux de perte, hein, quand même, hein, sur le sujet, hein. Donc, en fait, il y a des choses qui marchent super bien, sur lesquelles un vrai accélérateur. Il y a d'autres, le résultat sont pas forcément à la hauteur et les outils qu'on a aujourd'hui montrent quelques faiblesses, en fait. Bah, en tout cas, merci beaucoup Thierry pour Merci. tout ce que tu as pu, tout ce que tu pu nous partager. Marine aussi pour ton intervention et Baptiste aussi. Est-ce que Thierry, tu aurais peut-être un dernier mot de la fin sur, ben voilà, en direction de dirigeants, de PME, de TI? Est-ce que tu aurais voilà, un petit dernier mot, même une phrase un peu choc que tu aimes bien répéter autour de ta transformation digitale et pour bien clôturer ça? Ah, moi, j'en ai une qui me semble toujours intéressante, c'est il faut toujours il faut un espace unifié et nous on a un slogan qui s'appelle Collect Once, Use Many, qui je pense est le plus représentatif du désilotage de l'information. Et je pense que le désilotage c'est un des pour moi des succès en fait que nous on a réussi à faire chez Renault parce que désiloter l'information c'est finalement donner à tout le monde l'accès à de l'information et l'accès à l'information bah, finalement c'est le devenir de l'entreprise qui me paraît super intéressant en fait.